46 candidats sérieux au vaccin et 11 dans la dernière ligne droite. Les labos se livrent une compétition effrénée pour trouver le vaccin anti-coronavirus. Alors pour tout comprendre de cette course folle, Anne-Claude Crémieux avec nous ce soir. Bonsoir. Bonjour. On ne vous présente plus, professeur des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. On le disait, les taux se resserrent, les labos travaillent d'arrache-pied pour trouver le remède miracle. Est-ce qu'on s'approche du but? Est-ce qu'on y est? On s'approche du but, ça c'est absolument clair. On attend avec impatience, dans les semaines qui viennent, les résultats des phases 3, c'est-à-dire finalement la dernière phase clinique qui va permettre, on l'espère, de démontrer l'efficacité de ces 11 vaccins en lice et, on l'espère aussi, leur innocuité. La phase 3, elle est en gros testée sur plusieurs milliers de personnes. C'est à ce moment-là qu'on valide ou pas effectivement qu'un vaccin n'a pas d'effet trop indésirable. Non, la phase 3, c'est effectivement sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. L'objectif, c'est déjà de démontrer l'efficacité. On a deux groupes de patients. Il y a ceux qui ont reçu le vaccin et ceux qui ne l'ont pas reçu. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y a moins d'infections chez les personnes qui ont reçu le vaccin. Ça, c'est pour démontrer l'efficacité. Et ce qu'on cherche aussi vraiment à regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave? Autrement dit, est-ce que la balance bénéfice-risque de ce vaccin est très favorable? Alors, est-ce que ça pourrait arriver fin novembre, comme on entend le dire aux États-Unis? En Chine également, on parle d'un vaccin pour la fin novembre. Est-ce qu'on pourrait avoir un vaccin made in China bientôt en France aussi? Alors, ce qu'on attend pour la fin novembre, c'est les résultats de cette phase 3, c'est-à-dire exactement l'efficacité, l'innocuité. Là, on aurait le nom du labo. On va savoir ceux qui, au fond, remplissent les missions qu'on leur a fixées. Et les fabrications, si cette phase 3 est favorable, les fabrications vont commencer d'emblée pour des vaccins qui pourraient être administrés au premier semestre de l'année prochaine. En Chine, près d'1 million de personnes, d'ores et déjà, se sont faites vacciner, alors qu'on sait que là-bas aussi, les vaccins sont encore en phase de test, ils n'ont pas été homologués ni par l'OMS, ni par les autorités chinoises. Est-ce qu'ils prennent de gros risques ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà trouvé le bon vaccin? Ce n'est pas qu'ils sont plus en avance, c'est qu'ils ont décidé pour ces vaccins d'autoriser une utilisation limitée. Une utilisation limitée à des personnes qui considèrent particulièrement exposées, comme par exemple le personnel soignant ou des personnes très à risque. Effectivement, les plus âgés, par exemple? Oui, c'est surtout des personnels soignants, voire des militaires, puisqu'il y a un des vaccins qui est fabriqué avec l'aide de l'Académie militaire, qui ont été vaccinés. Mais effectivement, ce sont des administrations faites avant la fin de la phase 3. Mais il n'y a pas de risque à faire cela? Bien sûr, vous avez raison. Dans le cadre de ces autorisations limitées, nous ne savons pas tout sur ces vaccins. Par conséquent, le risque est plus élevé que lorsque l'on aura bien examiné l'ensemble des données. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose, du coup, en France? Alors, on ne le fait Tester pas. un vaccin qui ne serait pas validé, finalement? On ne le fait pas. Les Américains ont été, je dirais, extrêmement clairs sur le fait qu'ils veulent absolument attendre les résultats de cette phase 3. Et on a vu le président de Pfizer résister à la pression de Trump qui essayait de lui faire dire qu'il aurait un vaccin avant les élections. Il a dit non, j'aurai les résultats la 3e semaine de novembre, ce qui veut bien dire après les élections. Oui, parce que c'est devenu quasiment un peu comme les masques d'ailleurs, une sorte d'enjeu politique en fait. C'est un enjeu politique. C'est clair que c'est un enjeu politique. Quels sont les pays qui ont bien géré la crise? Et malheureusement, dans ce domaine-là, on peut dire que les pays d'Asie, en particulier la Chine, ont fait mieux que nous. Mieux que nous, c'est l'Europe. Mieux que nous, c'est les États-Unis. Et évidemment, Trump, qui lui a particulièrement mal géré la crise, aimerait prendre sa revanche sur un vaccin. Alors, la Grande-Bretagne a lancé un challenge infectieux humain, c'est comme ça qu'on peut le traduire, qui consiste en gros à inoculer un virus à des personnes qui sont saines, qui ne sont pas du tout malades. Ça pose quand même de lourdes questions éthiques. Est-ce que la fin justifie tous les moyens? On sait qu'évidemment, habituellement, un vaccin met entre 5 et 10 ans pour être fabriqué. Là, on impose au labo d'en sortir un en 1 an.
en gros. Alors tout à fait, il y a effectivement cette concurrence, on l'a vu, et puis cette nécessité en termes de santé publique. Malheureusement, la deuxième vague est là, et je dirais, on attend tous la solution qui serait de pouvoir contrôler ce vaccin de contrôler cette épidémie grâce à ce vaccin. Alors ça a été très discuté, cette expérimentation qui consiste effectivement à administrer le vaccin à, en général, une population... virus d'abord, non ? Oui, pardon, administrer le virus. D'abord administrer le vaccin, puis le virus, pour voir si les gens sont protégés. Ce sont des pratiques qui remontent très très loin à une époque. Avant. Ça a été fait sur des prisonniers il y a extrêmement longtemps. Effectivement, ça a été énormément discuté dans la communauté scientifique et ça a été apparemment décidé. L'idée est toujours la même, c'est de gagner du temps pour effectivement pouvoir administrer ce vaccin, démontrer l'efficacité de ce vaccin et pouvoir l'administrer le plus tôt possible, puisque effectivement la deuxième vague met en danger beaucoup de gens. Est-ce qu'il y aura des vaccins pour tout le monde ? On entend déjà dire que des dizaines de pays précommandent des vaccins aux uns, aux autres. Quand on voit que pour les tests, on a déjà du mal à prioriser et que c'est quand même la foire d'empoigne, comment ça va se passer pour les vaccins ? Alors les précommandes ont déjà été faites et c'est aussi une des explications de cette accélération, c'est que les industriels sont partis, mais je veux dire, ils ont fait partager les risques avec les États. Pourquoi ? Parce que dans les crises précédentes, rappelez-vous, notamment le SRAS, vous rappelez que la crise s'est arrêtée. Donc déjà, il y avait un premier risque, c'était de se lancer dans une course avec une épidémie qui se serait arrêtée et un vaccin qui deviendrait inutile. Donc c'est pour ça que, même au départ, il a fallu l'encouragement des États, leur investissement pour que tout le monde s'y mette. Et ça s'est fait souvent sous forme de pré-réservation. Alors vous avez raison. On est 8 milliards d'individus 7,6 milliards d'individus. Et normalement, si on veut faire les choses correctement, il faudrait au moins vacciner 60% de la population. En réalité, évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va évidemment vacciner essentiellement ceux qui apparaissent en avoir le plus besoin. D'abord, le personnel soignant, les personnes qui sont au contact des personnes malades, et puis vraisemblablement les personnes les plus fragiles pour lesquelles l'impact sanitaire est le plus important. Est-ce qu'il faudra imposer le vaccin ? Je pose la question puisque 41% des Français disent qu'ils ne sont pas prêts à se faire vacciner. C'est presque un Français sur deux, c'est quand même énorme comme chiffre, une grande méfiance. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose, je dirais, de chronique. Rappelez-vous les débats sur le vaccin. Rappelez-vous aussi ce qui s'est passé avec la grippe H1N1. Certes, c'était une infection beaucoup plus bénigne que ce coronavirus. Donc ça a découragé pas mal de gens. Mais il n'y a eu finalement que 15% de la population française qui a désiré se faire vacciner. Ça pourrait être le cas pour le Covid ? Ce qui est important, alors c'est plus grave, et je pense que ça va beaucoup plus stimuler les gens, et en particulier ceux qui sont susceptibles de faire des formes sévères. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il faut communiquer sur ce vaccin, il faut bien expliquer la situation, qui en a besoin, et vraisemblablement... on devrait pouvoir vacciner en tout cas une partie de la population. Et en tout cas les plus fragiles et ceux en première ligne. Merci à Claude Crémieux d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les révélations de l'enquête dans l'assassinat de Samuel Paty. Bonne émission à vous.